Qui sera le champion des LR à la présidentielle? Le grand oral aura lieu lundi et c'est sur LCI. Le premier débat LR, un événement LCI le 8 novembre à 20h40 avec Routel Krief et David Pujadas. Ravi de vous retrouver sur LCI en ce samedi matin. Il est quasi 9h. Si vous vous réveillez, si vous nous rejoignez, ce qu'il faut retenir de l'actualité, eh bien tout d'abord, le président Emmanuel Macron qui s'adressera aux Français à 20h mardi depuis l'Élysée. Le président qui n'est toujours pas candidat mais qui s'inquiète de la situation sanitaire. La France entourée de voisins qui commencent à subir cette 5e vague de Covid. Il parlera également des réformes, sans doute des retraites et du pouvoir d'achat. Et là, ça sent un peu la présidentielle. On voit tout ça avec Antoine Bourdarias. Bonjour. La reprise épidémique est là et l'exécutif redouble d'efforts pour le faire savoir aux Français. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, était hier dans une pharmacie parisienne. Bonjour madame. En France, nous constatons une reprise qui est une reprise légère à ce stade, mais qui est certaine. Pendant que Jean Castex était en déplacement au CHU de Montpellier. Près de 80 départements connaissent une reprise légère, mais réelle, qui nous rappelle donc, mesdames et messieurs, qu'on n'est pas sorti de l'épidémie. Sur les chiffres, c'est une réalité. Le nombre de contaminations augmente dans notre pays. En à peu près un mois, nous sommes passés de 4200 à presque 6000 nouveaux cas en moyenne par jour. Une situation qui était prévisible au premier jour de l'automne et alors que le taux de vaccination stagne, mais qui est moins alarmante que chez certains de nos voisins. Pour l'instant, en France, on garde des chiffres qui restent relativement modérés. C'est une hausse qui est sensible, mais qui n'atteint pas des niveaux qu'on a pu atteindre ces derniers mois. On a eu des hausses bien plus importantes. Notre point faible sur le front de l'épidémie concerne toujours le taux de vaccination des plus âgés. Aujourd'hui, 10% des plus de 75 ans n'ont toujours pas reçu de première dose. Cette image de l'étranger où Greta Thunberg estime que la COP26 est d'ores et déjà un échec. La jeune activiste suédoise qui participait à une manifestation hier en marge du sommet sur le climat. Et de nouvelles manifestations sont attendues dans le monde entier aujourd'hui. On va le voir ici en Australie pour la justice climatique dans tous les pays du monde. Plusieurs milliers de personnes également attendues à Paris à la mi-journée, place de l'Hôtel de Ville. Dans le reste de l'actualité, cette première nuit à la prison de la Santé pour Jean-Luc Lahaye, le chanteur en détention provisoire, mis en examen hier pour viol et viol sur mineur de plus de 15 ans. Les faits remontent à 2013-2014. Il s'agissait de 2 jeunes ex-fans. Les mères de ces jeunes filles ont également été entendues. Elles sont soupçonnées de les avoir encouragées à avoir des relations avec le chanteur. C'est assez sordide. Et puis c'est bientôt la fin du voyage pour Thomas Pesquet, le spationaute français qui revient sur Terre. On connaît désormais l'horaire du vol retour. Ce sera dimanche soir. Il devrait atterrir lundi matin au large des côtes de Floride. Mission au bout de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet, tous les détails avec Mathieu Carmen. Il aura réalisé 3000 fois le tour de la Terre. Thomas Pesquet y sera bientôt de retour. Derniers ajustements de son scaphandre avant d'emprunter la capsule Crew 2. Ça ressemblait beaucoup à mon atterrissage sur le Soyouz, sauf qu'a priori l'atterrissage va être un peu plus doux sur l'eau. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que ça peut bouger un peu. On n'est pas forcément en très bonne forme physique en termes d'équilibre. On a un peu le mal de mer déjà normalement en rentrant sur Terre. Donc là, en rentrant sur mer, ça risque d'être encore pire, mais on verra bien. C'est demain qu'il quittera la Station spatiale internationale, dans laquelle il aura été pendant 6 mois, avant d'atterrir lundi dans le golfe du Mexique. Un dernier tour de l'ISS pour la photographier, en compagnie de ses 3 camarades d'aventure, avant un programme bien chargé. Pendant 3 semaines, un programme intense de remise en forme, de débriefing, et puis aussi, encore une fois, on sert de cobaye à des expériences scientifiques. Donc je vais répéter les mêmes protocoles que j'ai fait avant la mission, pendant la mission, et ensuite après la mission, pendant quelques semaines. Et ensuite, j'espère, première semaine de vacances depuis de nombreux mois. J'ai même l'impression que ça fait des années. Plus de 200 expériences réalisées, 4 sorties extravéhiculaires. Depuis le 24 avril, Thomas Pesquet aura fait rêver des millions de personnes avec ses photos prises de l'espace. À 43 ans, il termine sa 2e mission au-dessus de nos têtes.
Et merci à Cécile Rilhac d'être avec nous. Vous êtes députée LAREM du Val d'Oise. Merci d'être là. À vos côtés, Olivier Mazerolle. Bonjour Olivier. Marion Pariset, secrétaire générale du think tank Le Millénaire, est avec nous. Et Judith Van Traub. Beaucoup de monde autour de ce plateau ce matin. Judith Van Traub, grand reporter au Figaro Magazine. On est toujours ravis de vous accueillir. Emmanuel Macron, 20h, mardi. Bon, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, l'avait un peu annoncé. Que va-t-il pouvoir dire ? On n'est pas Madame Irma, mais Xavier de Giacomoni s'y est collé. Le chef de l'État parlera à 20h, très certainement après un conseil de défense consacré au Covid. Les derniers arbitrages devraient y être rendus. Françaises, Français. L'allocution sera calquée sur celle du 12 juillet, où le président avait annoncé l'extension du pass sanitaire, un pass qui sera au centre du discours d'Emmanuel Macron. Avec la 5e vague qui menace, l'exécutif cherche le moyen le plus efficace pour imposer la 3e dose. Cela passerait sans doute par le pass sanitaire, à nouveau, plutôt que par une obligation. En juillet dernier, le discours d'Emmanuel Macron avait porté ses fruits. 4 millions de Français avaient pris rendez-vous sur Doctolib dans la foulée pour se faire vacciner. À l'Élysée, on estime aussi que c'est la dernière fois qu'il peut parler du Covid en tant que président avant d'être pris dans la campagne électorale. Sa parole aura alors une valeur différente. Il ne sera d'ailleurs pas uniquement question du Covid. La relance économique, la poursuite des réformes, celle des retraites en tête, seront aussi abordées par un président de la République, pas encore candidat à sa réélection. Judith, on est un peu étonné par cette annonce 20h, l'Élysée, mardi. C'est que la situation sanitaire est plus grave que prévu ? Oui, la situation sanitaire est inquiétante. Il y a un vrai sujet de 3e dose. On a des remontées de réticence extrêmement fortes chez des gens qui, par définition, ont déjà pris 2 doses, ont déjà été vaccinés 2 fois. Donc on a l'impression qu'il faut que, effectivement, le président de la République recommence à convaincre. Donc il y a une justification sanitaire à son intervention qui, à mon avis, n'est pas discutable. Maintenant, les circonstances politiques font aussi que ça tombe bien, et il aurait tort de se priver, puisque en tant que président, il peut faire campagne sans qu'on lui demande des comptes, pourvu que son sujet ne soit pas et sans que ce soit décompté en temps de parole, en plus. Pourvu qu'on lui demande pas, voilà, on ne lui demande pas de compte. On ne va pas séparer son intervention en petits bouts. Bout sanitaire, bout retraite, bout réforme. Et c'est un moment important puisqu'il y a ce débat entre les candidats de la droite sur LCI lundi, qui va lui permettre de dire, pendant que mes futurs adversaires se disputent l'honneur de m'affronter, moi je m'occupe des choses sérieuses, à savoir la France, la crise sanitaire, les réformes. Et puis il y a aussi Éric Zemmour qui occupe le terrain absolument tout le temps, qui impose ses thèmes dans le débat, puisque la droite est occupée ailleurs, et qu'Emmanuel Macron n'avait pas parlé jusqu'à maintenant. Ça lui évite aussi d'avoir des journalistes en face qui lui demanderaient en permanence « Quand est-ce que vous serez candidat ? Quand est-ce que… » Il fait d'une pierre deux coups, là, Olivier. Oui, mais franchement, moi, je pense que la majorité des Français sont tout à fait à l'écart de tout ça. Ils se contrefichent de savoir si Macron fait campagne ou s'il est président de la République. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait effectivement des décisions qui soient prises. Voilà. Et Emmanuel Macron, il intervient, effectivement, bon, il y a une préoccupation électorale, c'est une évidence, mais pas seulement. Il ne peut pas se permettre de voir la France subir une 5e vague de coronavirus sans qu'il donne, lui, le sentiment de s'atteler à la tâche, de faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu. Imaginons, c'est pas dramatique, c'est pas si grave. Oui, non, mais attendez, peut-être, mais attendez, imaginons simplement que la 5e vague soit réellement aussi forte que ce qu'anticipe l'OMS et qu'on soit obligé d'en revenir à un confinement. Vous imaginez le désastre que ce serait
pour l'ensemble de la population, ça serait une désespérance absolue. Alors, qui profiterait à qui, je n'en sais rien, sur le plan électoral. En tout cas, pas à Emmanuel Macron, ça c'est certain. Mais peut-être pas aux autres non plus, parce que toujours la question se posera de savoir qui ferait mieux que lui. Par conséquent, on attend là une intervention d'un président de la République qui doit s'expliquer là-dessus, mais aussi sur la situation internationale qui occupe... Alors, qui n'est pas très présente peut-être dans l'esprit des Français, mais l'histoire de la pêche, par exemple. Emmanuel Macron avait dit, attention, si les Anglais ne bougent pas, mardi, nous mettons en place des mesures de rétorsion. Il ne l'a pas fait. Peut-être d'ailleurs est-ce utile. Ça négocie en ce moment. Oui, mais d'accord, sauf que... Attendez, ça négocie sur quoi? Les Anglais n'ont pas bougé. Ouais. C'est même les Anglais qui disent... Parler de ça, ce sont même les... Comment? Détrépez-vous. Ce sont même les Anglais qui disent... C'est un peu complexe. Ce sont même les Anglais qui disent, attention, c'est la France qui a bougé. Donc oui, mais il doit donner le sentiment d'un président qui est aux affaires, qui ne cède pas et qui est ferme. Voilà. Bon. Comment il doit apparaître mardi soir. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt à 20h. Écoutez déjà ce que réclame l'opposition. Ce que j'attends du chef de l'État, c'est qu'on trouve le moyen maintenant de faire face à ces épidémies sans pour autant enfreindre les libertés, sans pour autant devenir une société de contrôle et de surveillance. Et je vous le répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça passe par toujours garder le maximum de tests, ça passe par une recherche médicamenteuse. De ce point de vue-là, j'aimerais bien savoir où on en est. Et ça passe par le fait de mettre le paquet sur les hôpitaux où on a encore supprimé 5800 lits l'an dernier. Cécile Rilhac, vous qui êtes députée de la majorité, le président, il va surtout faire du sanitaire mardi soir? Je ne pense pas qu'il ne fasse que du sanitaire. Parce qu'en effet, on a un président qui est en action. On a un président qui n'est pas encore en campagne, ça c'est certain, parce que les préoccupations des Français, elles sont là. Donc il y a la situation sanitaire qui appelle en effet des réponses. Je ne pense pas que ce soit la scène internationale sur laquelle le président va plus se positionner, mais plutôt sur la scène européenne, parce que c'est bel et bien en Europe que l'épidémie est en train de remonter, avec des chiffres, et particulièrement en Allemagne, qui sont très préoccupants. Donc oui, nous avons besoin de continuer à prendre les bonnes décisions. Donc le président, bien entendu, il faut qu'il... Mais pourquoi il met dans le paquet cadeau les réformes, sans doute les retraites, le pouvoir d'achat et tout? Pourquoi il mêle les deux? Parce que c'est le porte-parole du gouvernement qui le dit, ça. Hein. Je ne vois pas forcément les retraites, mais par contre, le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français aujourd'hui. Mais ça, c'est un peu électoraliste, pardonnez-moi. Pas du tout. Alors, c'est pas qu'est-ce que vous allez chercher là? C'est pas du tout électoral. C'est quelque chose que l'on suit depuis les Gilets jaunes. Ça fait partie des sujets qui sont traités. Mais pourquoi le faire de façon formelle à 20h mardi? Voilà, c'est ça la question. Parce que le président s'était engagé, lorsqu'il avait pris la parole le 12 juillet, il s'était engagé à revenir devant les Français. Notre président s'est toujours engagé à être transparent, à être sincère, à annoncer aussi des choses qui ne font pas forcément plaisir, parce que quand il a annoncé le confinement, ensuite quand il a annoncé le pass sanitaire, il prend des décisions. Il les affirme, et je pense que c'est aussi ce qu'attendent les Français. Alors en tout cas, pour ceux qui en douteraient, regardez les affiches. Macron, président des jeunes, ça fleurit un peu partout, ça. C'est les jeunes avec Macron. Et puis il y en a tout un thème comme ça sur la baisse de la taxe d'habitation, également sur des non-affiches de non-campagne. Le chômage partiel. C'est quoi ça, Marion Pariset? Il y a quand même un peu un double discours là. Bon, il y a un double discours, mais c'est surtout, on voit là... je pense que pour le discours de mardi, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu sanitaire qui est assez classique, c'est qu'on est face à un risque de 5e vague, avec aussi une population qui globalement a relâché un certain nombre de gestes barrières et autres, un besoin de rappeler que finalement la menace peut être encore là sur le plan sanitaire. Mais il y a également l'enjeu de venir changer son image à quelques mois de la présidentielle, alors qu'il porte quand même un bilan qui est mitigé. Et là-dessus, sur le plan économique, il a quand même pour le moment réussi à sauver les meubles suite à la crise sanitaire. Vous avez vu les chiffres, 3% de croissance, 96 000 nouveaux emplois dans le privé. Il a en tout cas certains résultats. On a l'impression que tout va très bien, Madame la Marquise. Par contre,
je rejoins monsieur sur les questions internationales. C'est que les questions internationales, la place de la France dans l'Europe, dans le monde, préoccupe les Français. Ce serait faux de se dire que les Français ne sont concentrés que sur leur pouvoir d'achat. Première préoccupation, quand même. C'est la première préoccupation, hein. mais derrière, c'est également, les Français savent très bien que le pouvoir d'achat, leur capacité à avoir des opportunités pour l'avenir dépend également de la capacité de la France à les défendre par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, dans ces rapports de force internationaux qui sont bien plus grands qu'eux. Donc là, le président, il est en train de marquer des petits points pour essayer de changer, de se positionner, de se mauvais jeu de mots, c'est une la... sorte de piqûre de rappel. Je suis toujours le président et je suis là. Oui. Mais pardon, parce que la pêche, par exemple, c'est pas de l'international au sens évanescent du terme. C'est très concret. C'est est-ce qu'il est capable de défendre les intérêts de travailleurs français par rapport à la supposée agression des Britanniques. Et ça, c'est du concret. On s'en va pas dans des grandes considérations de géopolitique. Personne s'oppose à ça. Pardon ? Personne s'oppose à ça. Même l'opposition est derrière. Non, mais est-il capable de le faire ? La question est, est-ce qu'il le fait efficacement ? C'est ça aussi dont il doit répondre. Et là, il est dans une situation d'autant plus complexe que sur le plan international. Alors, pour le coup, l'opposition peut raconter tout ce qu'elle veut. Elle n'est pas aux affaires, elle n'a pas de compte à rendre. Lui, en revanche, il a des comptes à rendre. Et c'était un de ses axes principaux dès le début de sa présidence. On se rappelle du discours de la Sorbonne sur le plan européen, mais globalement, il a souhaité incarner un président très fort sur la scène internationale, Make Our Planet Great Again. Pour le moment, c'est aussi là, avec la présidence française de l'Union européenne qui arrive. Il n'a pas tout à fait convaincu au plan international. Alors, il a tenté, mais après, sur un certain nombre de dossiers, il a aussi échoué. Attendez, l'affaire des sous-marins. Exactement, l'affaire des sous-marins. Et là, pour le moment, il doit rattraper ce bilan-là, l'affaire des sous-marins. L'Afghanistan, même si c'était pas nous qui étions au premier rang, a été quand même très difficile à justifier. Mardi va pas revenir sur tous ces dossiers-là. Non, mais la il est pêche me paraît difficilement évitable. L'international, c'est aussi une dimension. Vous avez noté un point, à mon avis, très juste. Sur l'idée du déclin. Quand je disais tout à l'heure qu'Éric Zemmour avait réussi à imposer ses thèmes, mais presque faute de combattants, parce que la droite est occupée à choisir son candidat, et qu'Emmanuel Macron n'est pas entré dans d'autres thèmes pour l'instant. Un des thèmes, un des chevaux de bataille d'Éric Zemmour, c'est la France est en déclin. C'est pas son monopole. Je rappelle que Denis Oliven, qui est un homme de gauche, vient d'écrire un livre qui s'appelle Un étrange renoncement, où il explique en gros que la France a fait son propre malheur avec les 35 heures, en dévalorisant la valeur travail, avec des politiques d'éducation inadaptées et décourageantes, etc., etc. Donc on est à une période où, rappelez-vous, il y a quelques années, quiconque parlait du déclin de la France était immédiatement accusé d'être un ennemi de la France, de tenir un discours pessimiste, enfin d'aller contre l'intérêt de la nation. Le pessimisme français, il est très intéressant là-dessus. C'est-à-dire qu'on oppose souvent le pessimisme. Oui, je vous en prie. Excusez-moi. Emmanuel Macron a été élu en 2007 sur un discours optimiste. Or, pour l'instant, on n'entend pas de discours optimiste. Ouais. Je pense il y a le Covid aussi... qui est tombé entre les deux. Oui, mais ça n'empêche pas d'être optimiste là-dessus. Oui. Alors attendez, on fait un petit détour parce qu'on suit toute l'actualité en direct. Regardez ce qui se passe. On est à Tulle, en Corrèze, où vient d'arriver Anne Hidalgo, voilà, à la foire de Tulle, et elle va déambuler, la candidate socialiste, aux côtés de qui ? Eh bien, regardez, voilà, l'image parle d'elle-même. Le président François Hollande, qui lui, alors là, est dans ses terres, élu corrézien de toujours. Et on les suivra ce matin. Les bis barrières. Vous voyez, ça, c'est une image terrible. Ah bon ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, normalement, on devrait s'intéresser beaucoup à cette question-là et à cette image pour se dire, voilà, la gauche se met en ordre de bataille et puis il va se passer des choses. Or, on a le sentiment, franchement, que c'est pas là que ça se passe. Voilà. Et ça, finalement, par contre-coup,
cette image montre à quel point la gauche est à l'heure actuelle en déshérence. Ça ne peut pas lui faire de mal, cette image. Mais tout le monde s'en fout. Ça fera ni mal ni bien, on s'en fiche. C'est pas là que ça se passe. Retour, si vous le voulez bien, à Emmanuel Macron mardi soir qui devrait parler de la pandémie. Bonjour, professeur Jean-Paul Stahl, vous êtes professeur de maladies infectieuses au CHU de Grenoble. Alors, on pensait quand même qu'on était moins touché que nos voisins, notamment l'Allemagne, qui est moins vaccinée que nous, et qu'en France, on pouvait, comment dirais-je, pas accepter, mais on pouvait s'en tirer peut-être plutôt mieux que nos voisins. Patatras, le président, 20h mardi, ça va dire que ça va mal ? Alors, si on prend la comparaison de l'Allemagne, on va mieux que l'Allemagne. Actuellement, il y a à peu près 10 000 cas par jour depuis quelques jours qui sont recensés en France, contre carrément 37 à 38 000 en Allemagne. Donc le différentiel est en notre faveur, si on peut dire. Et ce n'est pas un hasard, c'est que la France est mieux vaccinée que l'Allemagne, tout simplement. Il n'y a pas de mystère et il n'y a pas de miracle. La vaccination, c'est la solution. Alors justement, troisième dose ou pas troisième dose, regardez les autres chiffres là aussi, 45% des personnes de plus de 65 ans ou ayant des comorbidités ont d'ores et déjà été vaccinées, enfin qui ont eu le rappel de vaccin. Le Premier ministre hier disait c'est pas assez, il faut vraiment se mobiliser, attention, il faut y aller. Et écoutez toujours ces réticences de la part de ces personnes. En France, nous constatons une reprise qui est une reprise légère à ce stade, mais qui est certaine. Nous sommes donc par rapport au pass sanitaire, déjà, non, on devient vraiment, ça devient trop compliqué. Prématuré. Je crois qu'il faut attendre qu'il y ait davantage de gens vaccinés avant d'imposer la troisième injection. J'ai fait 2 fois les effets indésirables, la deuxième fois encore pire. Alors je me dis 6 mois après, là j'ai peur. Vous voyez Jean-Paul Stahl, alors pardon, il y a Gabriel Attal qui s'était invité aussi au départ, mais ces personnes un peu âgées disent « mais attendez, j'ai déjà eu 2 doses, ça sert à quoi la troisième dose? Qu'est-ce qu'on nous embête avec ça ?» Alors d'abord, il faut dire qu'avoir 3 doses pour être vacciné, ça n'a jamais été une nouveauté. Juste pour rappel, un exemple simple, hépatite B, il faut 3 doses. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à avoir 3 doses. Le deuxième point, c'est qu'on a constaté que les anticorps chez les personnes âgées et les personnes plus fragiles, immunodéprimées par exemple, que ces anticorps diminuaient beaucoup plus vite chez eux que dans la population générale standard. Et donc, il y a besoin d'un rappel pour restimuler leur immunité et leur conférer une protection du niveau attendu qui est de l'ordre de 95%. Tout simplement, il y a vraiment absolument rien d'autre que ça, c'est-à-dire la nécessité de restimuler un système immunitaire qui est un peu plus faible et qui s'affaiblit d'ailleurs avec l'âge. C'est quelque chose qu'on connaît depuis qu'on connaît l'immunité. C'est vraiment tout à fait basique scientifiquement parlant. Sauf que pourquoi 6 mois? Parce qu'on là on apprend au jour le jour avec le Covid. Ça aurait pu tenir 1 an un vaccin. Pourquoi 6 mois? Parce que simplement on constate qu'au bout de 6 mois les anticorps diminuent. Là encore, je fais le parallèle avec l'hépatite B. On est vacciné au bout de 3 doses. C'est tout. Donc le vaccin Covid, il obéit finalement aux mêmes lois que d'autres vaccins. Simplement, au départ, on ne le savait pas. Et puis l'observation au fil du temps nous permet de constater ça et donc de dire il a besoin d'une 3e dose. Ouais, mais alors attendez, ça veut dire qu'il faudra se refaire vacciner tous les 6 mois ou que 3 doses c'est bon? Ça, je ne peux pas encore vous répondre. Voilà. Je ne peux pas encore vous répondre parce qu'il faut que le temps passe. Mais a priori, sur ce qu'on connaît, sur les modélisations qu'on a à partir des vaccins, certes différents, on n'aura pas besoin de rappel plus qu'annuel. Si jamais c'est annuel, il est possible qu'on puisse espacer encore plus. Mais ça, je ne peux pas encore vous répondre. Il faut que le temps passe pour qu'on puisse le constater.
Merci beaucoup Jean-Paul Stahl, professeur de maladies infectieuses au CHU de Grenoble. Et puis je vous signale qu'on recevra également à 11h le professeur Lapostel qui sera avec nous, infectiologue particulièrement réputé. Restez avec nous, dans un instant on parle quoi? De politique. Éric Zemmour, est-ce que c'est en train de faire pchit? Il est à 17%, évidemment dans les sondages c'est très haut, mais il stagne et vis-à-vis des sympathisants de droite, voire du Rassemblement national, il est en baisse. À tout de suite. On me demande souvent, dans le colonel original de KFC, c'est un filet de poulet tendre ou croustillant? Et pas les deux, mon colonel. Les deux. KFC. Electrolux for better living, designed in Sweden. Ce joueur de tennis professionnel est là pour attirer votre attention. Alors que nous vous informons qu'eToro vous permet d'investir dans les actions des plus grandes bourses au monde, sans payer de commission. Avantage eToro. Chez Salto, on est comme vous. Curieux. C'est qui? Exigeant. C'est tout moi. Et aussi impertinent. Ça va, c'est me tenir. On est passionné. Il y a en vous quelque chose de spécial. Ça fait plaisir. Voire très passionné. Quel enthousiasme. Je me débrouille. C'est un truc fort, un truc vibrant. Y'a que ça. Bref, très français. Vous êtes qui déjà? Bienvenue chez nous. Salto, la plateforme française de divertissement. Julia, t'as une alarme chez toi? Oui, on a pris Vérissure. Ah ouais. Et alors c'est comment? Super rassurant et facile à utiliser. On l'active tout le temps, même la nuit. Ah ouais, c'est super ça. Tu devrais vraiment aller sur leur site. Mais oui, t'as raison. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. C'est sûr, c'est Vérissure. En ce moment, profitez d'un pack à moins 50%. Yes. Depuis le temps que j'avais envie de changer de voiture. Hein? Je vais déposer une annonce pour vendre la nôtre sur la centrale. Pardon? Ouais, c'est gratuit. Désormais, déposer une annonce sur la centrale, c'est gratuit pour tout le monde. La centrale, l'occasion, c'est un métier. Je souhaiterais parler au professeur Dinkelbauer. Elle, c'est ma nièce, Violette. Depuis qu'elle fait son exposé sur le CO2, elle a réponse à tout. C'est le mon garage. Gna, moi je sais. Mais heureusement, de temps en temps, la vie fait bien les choses. Et tu savais que l'électricité d'EDF est à 97% sans CO2? Non. Une électricité à 97% sans CO2, c'est mieux pour le climat. Cet hiver, pour vos vacances à la montagne, Travelski s'occupe de tout. Tout ce qui ressource, tout ce qui détend, tout ce qui rassemble. Réservé en quelques clics, hébergement, forfait, matériel de ski. Travelski, tout ce qui compte. Dites non à jeter. Dites oui à réparer. Dites oui à Loctite Superglue 3. Découvrez aussi la nouvelle Superglue 3 pur gel et son emballage sans plastique. Les aléas de la vie. Personne ne peut savoir ce que la vie nous réserve. Des belles surprises ou des coups durs. Et comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour que la vie puisse continuer, même si on n'a pas tous les mêmes moyens. Pour Maïf, rendre la protection de la famille plus accessible, c'est ça être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. Désolée chérie, je te rappelle que c'était Venise ou le frigo. On peut pas tout avoir. Et si, chez Electrodépôt, on peut. Regardez, pour vous proposer des produits neufs au prix les plus justes, on les optimise. Pareil pour nos magasins, on limite la déco pour ne pas impacter nos prix. Comme notre réfrigérateur combiné i1 à seulement 239,98 €. S'offrir le meilleur au meilleur prix chez Electrodépôt. Et oui, on peut. Electrodépôt, des prix, mais pas seulement. Vendez votre voiture
La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Vous venez de réserver un chalet au ski sur Abridel, avec une vue époustouflante sur les cimes enneigées. Mais est-ce que tout le monde retiendra de ses vacances? Les cours de ski avec papy. N'attendez plus pour organiser vos retrouvailles. Réservez vos vacances sur Abridel. Vous êtes dirigeant d'entreprise et vos résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes? Parce qu'entre les objectifs qui semblent inatteignables ou les concurrents qui vous mènent la vie dure, ce n'est pas tous les jours facile. Chez Lease & Soman, nous vous proposons des solutions sur mesure et innovantes pour vous donner une longueur d'avance. Lease & Soman, le conseil qui fait la différence. Ce joueur de tennis professionnel est là pour attirer votre attention. Alors que nous vous informons qu'eToro vous permet d'investir dans les actions des plus grandes bourses au monde, sans payer de commission. Avantage eToro. Faites le plein d'émotions sur OCS. 4 chaînes et tous les programmes à la demande. Toi, t'as l'occasion unique de faire changer les choses. Des séries et des films inédits. And tout OCS, où vous voulez et quand vous voulez. OCS, vous êtes fan. Yes. Nous aussi. Qui sera le candidat des Républicains à l'élection présidentielle? LCI organise le premier grand débat de la droite et du centre. Ils sont 5 sur la ligne de départ, 5 à solliciter le vote des adhérents LR. Pour mieux les connaître, pour découvrir leur programme, pour comprendre leurs différences. Nous vous donnons rendez-vous tous les deux, ici sur LCI. Ce sera le véritable coup d'envoi de la campagne présidentielle. Le premier débat LR, un événement LCI le 8 novembre à 20h40 avec Hôtel Krief et David Pujadas. 9h30 sur LCI, si vous nous rejoignez, ce qu'il faut retenir de l'actualité. Emmanuel Macron qui parlera aux Français à 20h mardi depuis l'Elysée face à la situation sanitaire qui se dégrade brutalement. Le chef de l'État devrait évoquer la 3e dose de vaccin anti-Covid pour les plus fragiles, peut-être inclus dans le pass sanitaire. Il évoquera également les réformes, la retraite et le pouvoir d'achat. Anne Hidalgo en terre socialiste ce matin à Tulle, déambulation aux côtés de François Hollande, la candidate PS toujours aussi bas dans les sondages, qui sera également à la foire aux livres de Brive au temps de terre de l'ancien président socialiste. Et puis on connaît la date et l'heure, l'annonce a été faite hier soir, Thomas Pesquet va revenir sur Terre après 6 mois passés à bord de l'ISS. Le spationaute français est attendu lundi à la mi-journée à Mérissage, au large de la Floride. On nous a suffisamment, nous médias, reproché de n'avoir parlé que de lui. De qui? D'Éric Zemmour. Pourquoi on en parle aussi? Quand il baisse du côté de l'opinion des Français. Regardez ce chiffre sur l'opinion des Français. Il est en perte de 5 points pour les 20% de Français qui ont une image positive d'Éric Zemmour. Chez les sympathisants de droite, c'est encore pire. Là, il perd 9 points, on va le voir. Éric Zemmour, avec 40% des sympathisants à droite qui l'estiment. Alors évidemment, tout ça, ça ne porte pas sur son moral. Écoutez-le, le polémiste, qui reste encore une fois à 17% dans les sondages et qui donc pourrait arriver au 2e tour. Enfin, c'est un plateau à 17%. Bon, il y a beaucoup de candidats qui seraient ravis d'avoir mon plateau. Par exemple, M. Montebourg, vous voyez, serait heureux d'avoir mon plateau. Madame Hidalgo en pleurerait de joie. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui seraient heureux d'avoir mon plateau. Donc, je pense que j'ai fait des envieux. Il fait des envieux. Il a raison là-dessus. Non, mais si sa référence, c'est le score actuel d'Arnaud Montebourg et d'Anne Hidalgo, c'est pas très porteur pour lui.
Vous voyez, il ne se situe pas, disons, dans la sphère des candidats à la qualification pour le deuxième tour, en prenant ces références-là. Bon, mais il a raison de dire c'est quand même un beau plateau, il y en a beaucoup. Non, mais bien entendu, mais écoutez, on ne va pas se laisser faire par les sondages en permanence. Éric Zemmour, il y a, qu'on le veuille ou non, un phénomène dans la mesure où il dit des choses que beaucoup de Français pensent et ont envie d'entendre. Deuxièmement, effectivement, par la manière dont il s'adresse à eux, quitte à tricher et à manipuler certaines circonstances historiques, il leur donne des éléments qui font qu'ils sont pris ou qu'ils ont le sentiment d'être pris au sérieux, d'être guidés vers le haut et non pas entraînés vers le bas. Et par conséquent, effectivement, ils lui en sont reconnaissants. Pourquoi il baisse quand même dans certaines catégories? Peut-être que les outrances commencent. Peut-être que certains ont lu le livre et que certains passages l'ont un peu dégoûté, parce que Éric Zemmour, quand il prend la parole, il dit, mais naturellement, les musulmans qui s'assimilent peuvent devenir français. Très bien, c'est parfait. Sauf qu'il a dit que l'islam était incompatible avec la République. Donc, il demande en fait aux musulmans non pas seulement de s'assimiler, mais d'abjurer leur foi, d'abjurer leurs convictions personnelles, même quand ils mènent leur foi à titre personnel. Par conséquent, c'est totalement contradictoire, tout ça. Donc, tout ça, c'est de la gesticulation. Il n'offre strictement aucune mesure nouvelle, et peut-être que des gens commencent-ils à s'en rendre compte. Cécile Rilhac. Parce que je rebondissais, ça me faisait sourire quand vous disiez oui, il a peut-être été au bout de ses outrances, justement. Il n'y a qu'à force de taper sur des personnes différentes. Vous parliez justement de nos concitoyens musulmans, mais aussi des femmes. Je veux dire, Éric Zemmour n'est pas tendre avec la gente féminine. Donc, arrivé un moment, oui, toutes les semaines, il tapait sur quelqu'un. Il tapait sur un concept. Les gens avaient envie peut-être de l'entendre. Ça faisait peut-être plaisir à certains parce que c'est des choses qu'ils pensaient tout bas. Et il y avait enfin quelqu'un qui le disait tout haut. Mais arrivé à un moment, il a peut-être plus maintenant 2 personnes sur qui taper. Les gens se rendent compte qu'il n'y a derrière aucune proposition concrète, parce que arriver dans une campagne présidentielle aujourd'hui, c'est quand même aussi faire des propositions pour la suite. Donc dire, à part dénoncer et essayer de montrer du doigt des coupables, M. Zemmour n'a jamais véritablement eu des propositions qui fassent que la France puisse aller mieux. Il a des propositions sur l'immigration. Ah, bah, mais l'immigration, mais lesquelles? Hein, en fait, lesquels? On arrête le regroupement familial, on arrête il n'est pas le seul à dire ça. L'immigration clandestine, on fait des Donc quotas, vous avez votre réponse, pourquoi est-ce qu'il etc. stagne? C'est parce que d'autres, justement, d'ailleurs, que ce soit à l'extrême droite ou à la droite, tiennent exactement le Alors même discours. écoutez-le, justement, Éric Zemmour, mais bienvenue aux musulmans qui s'assimilent. Bah oui. J'ai du mal à le faire croire sur les plateaux télévision, et je sais que parmi les Français le comprennent beaucoup mieux, et les Français de confession musulmane le comprennent beaucoup mieux. Je dis toujours, j'explique toujours que je ne fais pas de distinction entre l'islam et l'islamisme. En revanche, je fais entre l'islam et les musulmans. Et il y a évidemment des musulmans qui veulent vivre à la française, qui veulent s'approprier l'histoire de France, qui veulent s'approprier cette culture française absolument magnifique, comme beaucoup d'immigrés l'ont fait avant eux. Et à cela, je dis bienvenue et soyez nos frères et nos compatriotes. Donc si un musulman n'est plus musulman, Mais pardon, il peut rester. Excusez-moi, Zemmour n'est pas le seul à dire que l'islam doit faire sa révolution en séparant le temporel du spirituel. Rappelez-vous, il y a eu une pétition même signée par des imams il y a quelques mois après un attentat appelant à réformer le Coran. C'est ça qu'il est en train de dire. Toutes les religions du livre l'ont fait, cette révolution. Lui part du principe que l'islam n'est pas compatible avec la République. L'islam, il n'a pas dit l'islam sous une forme, sous une autre. L'islam dans sa forme actuelle. L'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Il a dit ça, pardon. C'est écrit en toutes lettres dans son bouquin. Mais évidemment, l'islam... Bon, bah donc, alors, il faut savoir. J'essaie de vous expliquer. Le christianisme n'est pas réductible à l'inquisition. L'islam n'est pas réductible à l'islamisme. Les religions du livre, les 3 religions du livre, hein, judaïsme, christianisme, islam. 2 ont fait cette révolution-là, ont séparé le spirituel du temporel, ont arrêté de vouloir s'occuper des affaires de la cité. Le christianisme l'a même fait dès le début, rendez à César ce qui appartient à César, on ne se mêle pas des affaires de gestion. Le judaïsme a été plus ou moins obligé de le faire, notamment en France, à l'incitation de Napoléon. Ils l'ont fait. L'islam ne l'a pas fait.
Mais la question Voilà. n'est pas là. Vous ne pouvez pas. la Si question vous n'est dites que au là. départ l'islam est incompatible, vous partez d'un principe qui, quoi qu'il fasse, le rend incompatible. Alors, Non, ou vous sauf- dites sauf s'il se l'islam réforme. peut être Sauf s'il compatible se réforme. à la condition que, ça c'est autre chose. C'est autre Non, mais chose. Olivier dit que Zemmour a un double langage. Eh Voilà. bien, je pense qu'Olivier se trompe bon. parce qu'il Non, mais quand- qu'il occulte désolé. cette dimension Quand il fondamentale. dit bienvenue aux musulmans français qui respectent les lois de la République, je dis, heureusement, permettre. tout le monde est français, quelle que soit Moi, il y sa a quelque religion. chose qui me dérange profondément Non. dans le discours de M. Zemmour sur les phrases, c'est que justement, il parle des musulmans qui ont envie d'être français. Moi, je suis désolée, ça, je ne peux pas l'entendre. J'ai beaucoup de mes concitoyens qui sont français et qui sont musulmans. Mais Et bien ils n'ont sûr. rien à prouver. C'est Ils comme sont si on disait extrêmement bienvenue aux républicains. chrétiens qui ont envie d'être français. Exactement. Donc, moi, je ne me place pas sur le fait que l'islam est-elle en accord avec les principes de la Chacun a le République. droit Ce que d'avoir la M. religion Zemmour dit qu'il aujourd'hui, veut. c'est en gros que parce qu'on est musulman, on n'est pas français. Et moi, ce discours-là, moi, c'est ce que j'entends dans le discours de M. Zemmour lorsqu'il utilise cette phrase-là. Je suis désolée, nous avons des concitoyens qui sont français et qui sont de confession musulmane. C'est Alors tout. il faut qu'il apprenne à s'exprimer si ça n'est pas le cas. Oui, ça serait bien. Mais je pense qu'il le fait exprès aussi. Il faut aussi choisir la façon dont on l'écoute et dont on l'entend. Mais si vous pardon, permettez. on sait lire le français quand même. C'est écrit dans toutes lettres. L'islam n'est pas Apparemment, vous comprenez compatible. pas. Mais oui. Bah oui, bon bah à partir Je du moment où répète, l'islam, dans son état actuel Ah, mais théologique, ça, vous le dites ça. Vous dites ça, mais pas lui. Il dit l'islam n'est pas compatible. D'ailleurs, l'islam et de quoi l'islamisme. voulez-vous qu'il Et parle l'islam et d'autre l'islamisme, que c'est la même chose. De quoi voulez-vous qu'il parle d'autre que de l'islam dans son état actuel? Évidemment Mais qu'il parle de ça. bah oui, d'accord. Bah, il oui, pourrait oui. parler d'un Pardon programme C'est toujours- aussi. bah, qu'ils le disent carrément. Qu'ils disent carrément. les Gilbert Collard est avec nous. Bonjour Gilbert Collard, merci d'être sur LCI, député européen proche du Rassemblement national. Qu'est-ce que ça vous inspire le fait que Éric Zemmour baisse un peu, y compris dans votre électorat? Vous vous dites ouf, enfin? D'abord, je salue les professeurs en zemmourisme qu'on vient d'entendre, parce que pour ne pas parler de Zemmour, vous avez bien fait tous le contraire, hein, c'est ça qui est extraordinaire. Un quart d'heure de commentaires sur non pas les pensées de Pascal, mais les pensées d'Éric Zemmour. Bon, donc là, il a encore à contrario réussi à occuper le territoire médiatique, ce qui prouve quand même, qu'on le veuille ou non, qui secoue un peu les idées. Bon. Il secoue les idées que nous, on secoue depuis fort longtemps. Il faut quand même le reconnaître également. Bon. Les sondages, moi je l'ai toujours dit, qu'ils fussent favorables ou qu'ils fussent défavorables, je m'en réfère toujours à ce qu'écrivait magnifiquement Kundera dans son texte fondateur sur les médias et ce qu'il a appelé l'imagologie, hein, c'est-à-dire la communication permanente par le coup d'éclat médiatique. Je ne crois pas aux sondages. Je n'y crois pas, et ils vont, ils viennent. C'est un peu comme la chanson de Patrick Sébastien sur la mer, hein, la mer qui monte et la mer qui descend. Donc aujourd'hui c'est bon, demain c'est mauvais, après-demain c'est bon. Je trouve que ça relève un peu finalement d'une forme de commerce. Parce que attendez, Gilbert Collard, vous savez bien que quand les sondages sont bons, on y croit, et puis quand ils sont mauvais, voilà, on mais n'y croit plus. oui, bien sûr, mais quand ils sont, vous savez, c'est de la superstition. Quand le sondage est bon, on est content. Voilà, c'est un bon signe. L'augure est bonne. Quand les sondages sont mauvais, c'est un mauvais signe. L'augure est mauvaise, mais on peut avoir de mauvais sondages gagner, de bons sondages perdre. Ce qui compte, c'est le sondage qui sort de l'urne. Bon, Trump, si on avait écouté les sondages, n'aurait jamais été président. Et entre nous, sans vouloir être méchant, pour Anne Hidalgo, qui a de la mémoire, si les sondages avaient dit vrai, jamais Jospin aurait pris le coup de pompe que lui a mis Jean-Marie Le Pen d'une manière tout à fait inattendue. Bon, donc moi je reste très prudent sur les sondages. Alors, je vous fais écouter, si vous le voulez bien, Christian Estrosi, le maire de Nice. Écoutez ce qu'il dit de Zemmour, encore une fois. Et là, voilà, encore du Zemmour. Mais c'est une bulle, vous verrez. Vous le verrez. Surpris ? Vous le verrez, vous savez, un polémiste qui fait du mauvais Coluche aujourd'hui, être polémiste, parler, et n'avoir aucun bilan, n'avoir jamais agi, n'avoir jamais pris une initiative pour faire du bien quelque part, et d'un coup s'improviser comme celui qui apporterait des réponses à tout, je n'y crois pas du tout.
Il peut faire pchit, Zemmour, c'est-à-dire n'être qu'un phénomène de début de campagne, et puis une fois qu'on aura le candidat de la droite, que Emmanuel Macron sera candidat officiel, ben là les choses sérieuses arrivent, c'est programme contre programme, et le polémiste peut s'effacer? Tout est possible, tout est possible. Aucun commentateur, aucun analyste ne peut dire à 5 mois ou 6 mois, je ne sais plus précisément de l'élection, ce qui va se passer. Mais ne me montrez pas Estrosi, moi je suis désolé, mais quand je vois un zéro qui parle d'une bulle, bon, j'ai l'impression d'avoir affaire à une tautologie à moto, quoi. Bon, Estrosi, c'est pour moi... c'est pour moi le pire du politique. Bon, voilà. Vous êtes sympathique avec lui, là. Ah non, mais bon, maintenant, pour répondre à votre question, on a tellement... Franchement, vous êtes tous des spécialistes, vous êtes tous des historiens du quotidien. Combien de fois on a été trompé, démenti par le réel, qui se construit sans même qu'on le voit parfois, hein. L'inattendu arrive sur des pattes de colombe, on le sait bien. Bon, tout peut arriver en politique, tout. Évidemment. Chez le Rassemblement national, on a l'impression que c'est le grand virage à 180 degrés en ce moment. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est à cause de Zemmour, mais rappelez-vous cette affiche du début de campagne de Marine Le Pen avec un slogan vert, « Liberté chérie ». C'était formidable, très large. Et puis, regardez les dernières affiches de campagne, ça date d'hier. Alors là, on est à fond dans la rhétorique Rassemblement national. Rendre aux Français leur argent. Et puis, sur le même thème, c'est rendre aux Français leur pays. Ces virages à 180 degrés, parce qu'il y a péril en la demeure, en face avec le polémiste ou pas, Gilbert Collard? Ah mais écoutez, moi ça, je crois que vous allez me l'accorder. J'ai bien dit, il me semble, il y a longtemps, et répété il y a peu de temps, que la dédiabolisation est un piège à con. Alors, je suis ravi qu'on revienne aux fondamentaux, mais si quelqu'un a été écouté, c'est pas Zemmour, c'est moi, là, pour le coup. Très modestement, même si on m'écoute peu, très peu, et que je représente pas grand-chose dans les instances du mouvement, pour l'heure, j'ai toujours prôné, moi, un retour aux fondamentaux, et c'est bien qu'on y revienne, parce que les Français en ont marre, c'est liberté, égalité, fraternité et saturation. Ils n'en peuvent plus, et le vrai combat, il est là. Il faut poser les questions de la sécurité, les questions de l'immigration dans le respect de l'individualité de tous et de chacun, mais toutes ces questions, il ne faut pas avoir peur de les poser et de dire qu'on n'en a rien à faire de ceux que ça peut déranger ou choquer, parce que ce n'est pas eux qui vivent le quotidien des Français, le quotidien des policiers menacés, malmenés, le quotidien de l'insécurité, de la misère, du désordre complet. On vit un désordre français permanent et les gens n'en peuvent plus. Ce qu'on entend en permanence, quand on s'adresse à des Français dans la rue, moi je le fais souvent, c'est « j'en ai marre ». D'accord. Marion Laradet, changement donc de tactique du Rassemblement national, c'est quand même un peu dû à qui on pense, non? De mon point de vue, oui, tout à fait. Dans le sens où aujourd'hui, Zemmour arrive à incarner une vision civilisationnelle. C'est bien ça en fait qui fait qu'il existe. Il n'est pas simplement une bulle comme le dit Estrosi. Il est au contraire, il arrive à parler, à rassembler un peu le sentiment contestataire, le sentiment profond de ras-le-bol. Et donc, c'était plus tenable pour le Rassemblement national? Il fallait réaxer tout ça? Mais là où je pense qu'il il tente, mais je doute qu'il réussisse sur cette voie-là, parce que Zemmour a plus se baser pour développer cet axe-là sur un ensemble de productions une forme de cohérence idéologique, d'une certaine manière. Alors peut-être pas en regardant dans les détails, et une cohérence très radicale, mais en tout cas, par rapport à la décrédibilisation qu'a subie Marine Le Pen depuis 2017, Zemmour, je pense, apparaît comme un meilleur véhicule pour cette emprise idéologique. Alors après, est-ce que sur le reste, et sur la question du programme, là, la question se pose vraiment, parce que quand on arrive sur les questions plutôt économiques, etc., il est beaucoup moins à l'aise, on le sent un peu pataugé. Mais sur le plan idéologique, sur ce plan, cette vision civilisationnelle, c'est ce qu'attendent une partie des Français. Il y a même une partie qui est entre Emmanuel Macron, qui aime bien le côté économique, mais qui ne trouve pas le côté civilisationnel. Judith, il y a un côté panique à bord, là, au RN, et il est important et en vitesse de changer de cap?
Oui, mais les changements stratégiques au milieu du guet, surtout quand ça se voit comme ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on s'est trompé. La dédiabolisation dont parlait Collard, effectivement, a atteint ses limites. Elle a été particulièrement aboutie sur l'islam. Rappelez-vous cet échange entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin, où Marine Le Pen lui dit « mais l'islam et l'islamisme, ça n'a strictement rien à voir ». Et où le ministre de l'Intérieur lui répond « mais vous mollissez, qu'est-ce qui vous arrive ?» Donc la dédiabolisation, comme le disait Gilbert Collard, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est voyant, ça veut dire qu'on s'est trompé. Là, elle ne reconnaît pas ses erreurs, mais elle change complètement de cap. Son histoire de liberté venant d'elle était complètement incompréhensible. Pourtant, tout le monde a dit quand c'est sorti, cette affiche, c'est monde sympa, c'est frais. Tout le monde. Je me souviens des plateaux, dans les chaînes info, on disait c'est original, c'est nouveau. Cécile Rilhac. Non. On revient en fait au Front National. Ils ont la dédiabolisation, changement de nom pour masquer des histoires d'argent. Et un peu la France aux Français sur les nouveaux. Entre la France aux Français et rendez l'argent aux Français, on tombe dans les origines du Front National. On revient en effet aux fondamentaux du Front National de Jean-Marie Le Pen et on essaye en fait de grappiller quelques points vis-à-vis du polémiste. Et là où moi je suis d'accord avec votre analyse, tout à fait, c'est lorsque vous dites, oui, le discours de Zemmour vis-à-vis de cet électorat, il est peut-être plus sexy, en effet. Et donc, si Marine Le Pen, elle veut récupérer ses électeurs, sans tomber peut-être dans les outrances d'Éric Zemmour, il faut qu'elle retourne aussi sur ses fondamentaux. Et on est quand même sur une frange de l'électorat. Et ni l'un ni l'autre, avec ce type de discours, de toute manière, pour moi, ils ont atteint leur plafond de verre au niveau du pourcentage électoral. Oui, mais regardez l'impact que ça a eu sur l'ensemble des acteurs politiques. Mais ça a eu un impact parce qu'il n'y a eu personne d'autre, vous le disiez très bien. Vous avez parlé de la droite tout à l'heure, mais elle n'est pas la seule. Quand Emmanuel Macron décide à ce moment-là de son quinquennat d'envoyer toujours le même Gérald Darmanin dire au Maroc, à l'Algérie et à d'autres pays, si vous ne reprenez pas vos ressortissants dont on ne veut pas en France, il y aura des répercussions, vous n'aurez plus de visa, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est pas par opération du Saint-Esprit, c'est parce que lui aussi, Emmanuel Macron, voit que le discours d'Éric Zemmour a une résonance. Ce qui a fait son succès à Zemmour, c'est qu'il a fait des constats que personne ne faisait. Maintenant, tout le monde est peu ou prou d'accord sur les constats. C'est pour ça qu'il patine. Les constats, les gens le faisaient. Tout le monde est peu ou prou d'accord sur les constats, c'est vous qui dites. Vous rigolez, il y a quelques mois, ne serait-ce que lier immigration et délinquance dans un discours, c'était être un facho. Mais c'est toujours pas quelque chose d'assez positif de lier immigration et délinquance. Tous les délinquants ne sont pas des immigrés. Là, on est sur un autre dossier. Je n'ai jamais dit que tous les délinquants étaient. Par contre, la question de la sécurité, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est traité depuis quand même quelques mois. Merci à Gilbert Collard également d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Tout de suite, les essentiels. Et regardez cette image de la matinée, Anne Hidalgo en terre